Bonjour tout le monde et bienvenue sur DCTV pour un nouvel entretien avec Youssef Indy sur un sujet très très lourd qui est celui du projet israélien et puis plus tardivement israélo-américain de fragmentation du monde arabe sur une base ethno-confessionnelle. Alors tout d'abord, je rappelle aux gens que l'on est près de franchir la barre symbolique des 100 000 abonnés. Donc ça serait bien de donner un petit coup de pouce et de s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore. Ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et de toucher plus de monde. Alors, Youssef Indy, merci infiniment d'être à nouveau là avec nous. Avec plaisir, merci pour l'invitation, Rachid. Alors, le point de départ de notre réflexion est ce qu'on appelle communément le plan Oded-Yinon. Je rappelle que ce n'est pas le vrai nom de l'article, puisqu'il a été publié en février 82 sous le nom de la stratégie pour Israël dans les années 80, par un journaliste et ancien diplomate israélien du nom d'Oded Yinon, qui est une célébrité dans quasiment tout le monde. Tout le monde connaît le plan Oded-Yinon aujourd'hui grâce à Israël Shahak, qui avait traduit l'article en anglais. Et puis par la suite, ça a été traduit dans toutes les langues. Mais en Israël, il est inconnu du grand public. Donc c'est un simple journaliste qui a été totalement oublié après, puisqu'il n'a rien republié, il n'a pas écrit d'essais qui auraient défrayé la chronique. Donc c'est une star malgré lui. Alors cet article-là, on lui a imputé le fait d'être devenu la stratégie de l'État israélien dans la région. Alors, dans quelle mesure cela est vrai? Et déjà, si tu peux rapidement rappeler aux gens en quoi consiste ce qu'on appelle le plan Oded-Yinon, que les gens peuvent consulter sur Internet. Il est disponible, ils peuvent le lire. Alors, le plan Oded-Yinon, donc tu as rappelé le contexte, mais oui, il faudra ajouter quelque chose. C'est en 1982 qu'il a été publié, donc l'année de la guerre du Liban, donc de l'invasion du Liban par Israël. Et c'est pas du tout un hasard. Parce que la guerre du Liban en 1982, comme d'ailleurs la première invasion de 1978, visait à contrôler le Liban, intégrer le Liban, peut-être pas l'intégrer dans un premier temps au territoire israélien, à l'État israélien, mais contrôler jusqu'au fleuve Litanie. C'est revendiqué, c'est d'ailleurs en 1978 l'opération qui a été menée par le gouvernement de Menachem Begin avait pour nom l'opération Litanie, contrôler donc les eaux du Litanie, tout le sud Liban, et installer là un gouvernement maronite, donc chrétien maronite libanais, sous contrôle israélien. Donc c'est dans ce contexte que Oded-Yinon publie son plan, et l'objectif du plan, c'est de faire éclater tous les États musulmans et d'abord autour d'Israël sur des bases ethno-confessionnelles. Donc, bien sûr, le Liban est concerné, puisqu'en plus de ça, la guerre était en cours. Là, je ne sais pas s'il a écrit ça après la guerre ou pendant la guerre ou juste avant. Bon, enfin bref. Et pareil pour la Syrie. Donc, il dit qu'il faut faire éclater la Syrie en un État alawite, État sunnite et ainsi de suite, État chrétien. Pareil pour l'Irak, etc. Et il étend en fait cette stratégie pour les pays voisins d'Israël au Maghreb aussi, au Maghreb, et même à l'Arabie Saoudite, en disant que l'Arabie Saoudite éclatera de toute façon, puisqu'il y a des oppositions tribales, etc. etc. Donc l'objectif est la fragmentation de tout le monde musulman, pour permettre l'expansion territoriale d'Israël, établir le Grand Israël, donc faire sauter les verrous. On est toujours dans cette situation-là aujourd'hui. Mais pardon, si tu permets juste pour détailler, est-ce que lui parle du Grand Israël ou est-ce que c'est une déduction que tu projettes sur la politique israélienne? Alors lui, il parle de fragmentation, mais pas forcément pour faire le Grand Israël, peut-être pour protéger l'Israël existant. Alors lui, il parle pas de Grand Israël dans son plan. Il parle, donc comme tu l'as dit, le titre c'est la stratégie pour Israël dans les années 80. Mais la stratégie d'Israël, dans quel objectif? En fait, l'objectif, de toute façon, l'objectif israélien, c'est un objectif sioniste qui précède même l'État d'Israël. C'est quelque chose qui est revendiqué par tous les grands dirigeants israéliens. En plus, au moment où il écrit ces lignes-là, c'est Menachem Begin qui est au pouvoir, et Menachem Begin a toujours revendiqué l'expansion de l'État d'Israël, pas seulement au détriment du Liban, mais au détriment de la Jordanie, de la Syrie et de l'Égypte. Donc la stratégie israélienne, à la limite, il n'y a pas besoin de la rappeler dans le plan d'Oded-Yinon, puisque c'est une constante de la politique israélienne et sioniste depuis un siècle.
Donc là-dessus, il y a même pas besoin de le rappeler. L'autre objectif stratégique, là, qui est plus global, pourquoi faire éclater tout le monde musulman et les pays musulmans? Parce qu'il parle aussi de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, etc. Pourquoi faire et de l'Égypte? Pourquoi faire éclater ces pays alors que ce ne sont pas des pays limitrophes d'Israël? Le but, c'est de faire diviser le monde musulman, le subdiviser pour qu'il n'y ait jamais plus d'opposition, ni d'homogénéité, ni de stratégie commune des pays musulmans contre Israël. C'est pour ça qu'on vise aussi des pays lointains. Peut-être On va en parler en détail. on y viendra par la suite. Donc voilà, l'objectif, la constante de la politique israélienne, c'est détruire les ennemis, les verrous qui empêchent l'expansion. La stratégie proposée, c'est leur éclatement en État multiconfessionnel. Mais je rappelle une chose, c'est que Oded Yinon n'est pas le premier à le formuler. En fait, même Oded Yinon ne fait qu'actualiser une stratégie qui a été élaborée pour le Liban par Ben Gourion en 1954. On vous disait qu'il fallait déclencher une guerre civile au Liban, qu'il fallait corrompre des militaires de haut gradé chrétiens libanais, séparer, créer un État maronite au sein du Liban et opposer les chrétiens et les musulmans. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'invente Oded Yinon. Et après Oded Yinon, ce plan est repris par les Américains sous l'administration de George W. Bush, avec un plan qui est là officiel, contrairement au plan d'Oded Yinon qui était officieux, qui s'appelle The Greater Middle East Initiative, c'est-à-dire la recomposition, la subdivision de tout le monde musulman, du Maroc au Pakistan. Voilà. D'ailleurs, il y a une carte qui est célèbre, les Blood Borders, les frontières de sang, où il montre l'alternative proposée avec fragmentation de la plupart des États sur une base ethno-confessionnelle, et avec une forme d'État papal musulman, puisqu'il propose que Médine et la Mecque soient un État dirigé de manière rotative par tous les autres États musulmans. Et puis, il y a des plans intermédiaires. Entre les deux, il y a le plan proposé, enfin le rapport soumis à Netanyahou à l'époque en 96 par Richard Perle, qui est un démocrate américain d'origine juive et qui d'ailleurs a été mis en exécution parce que la mesure phare qui était proposée dans le rapport, c'était de faire chuter le régime de Saddam Hussein qui représentait la principale menace du point de vue de Richard Perle. Et ça a été réalisé. Alors, pourquoi j'ai parlé du Grand Israël et de savoir s'il était présent dans le plan d'Oded Yinon? C'est juste que l'esprit critique est une denrée de plus en plus rare et que notre rôle n'est pas de conforter les gens dans leurs croyances, mais de montrer les choses telles qu'elles sont. Et que de ce point de vue, si je veux me faire l'avocat du diable, je pourrais aisément dire que j'ai pas besoin du judaïsme pour développer ce type de plan. Imagine, Yosfindi, que tu es un géopolitologue israélien dans les années 80, tu adhères au projet sioniste de la création d'un État israélien, d'un État juif, et on te demande de pondre une stratégie et en partant des données factuelles dont tu disposes. Donc tu as un État qui n'a pas de profondeur stratégique, qui est en infériorité démographique par rapport à des voisins globalement cimentés par une idéologie commune, le panarabisme, et on te demande de trouver un moyen de régler le problème. Le diviser pour régner est vieux comme le monde, c'est-à-dire que ça n'a pas été inventé par Israël, et naturellement, le premier mécanisme que tu vas tenter de déployer serait de diviser tes adversaires, afin d'atrophier et d'annuler l'avantage démographique, l'avantage militaire de tes adversaires. Et tu vas chercher quelles sont les variables et les zones de fracture à partir desquelles tu pourrais provoquer la division de tes ennemis. Et donc, tu verras la dimension tribale, religieuse, ethnique, etc. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas besoin ni de la variable messianique, ni de la variable du judaïsme pour pendre le plan Oded Yinon. Donc, à quel moment le plan Oded Yinon est-il récupéré, alors je ne sais pas si le terme est correct, par les messianistes juifs, dans une logique d'expansion territoriale? Parce que, alors, par honnêteté intellectuelle, il y a un entretien qui est disponible, les gens peuvent aller le consulter, un entretien réalisé avec Oded Yinon lui-même en 2017, où il dit que, au fait, son article n'était pas une proposition en tant que telle, mais il était parti d'un constat. Il a dit, j'ai jeté un coup d'œil sur la carte. Ce que j'ai vu, c'est que la plupart des États arabes sont des États artificiels, qui ont été fondés par les colons britanniques principalement, mais français également dans la région du Cham, et qu'on a obligé des tribus et des confessions à vivre ensemble alors qu'elles se détestaient mutuellement depuis des siècles. Et que naturellement, le délitement de ces États était irrémédiable,
Et au lieu de laisser l'éclatement de cette région se faire de manière incontrôlée et chaotique en menaçant Israël, autant l'accompagner, la contrôler, la chevaucher en quelque sorte au profit d'Israël. Mais là, ce qu'on voit avec Netanyahou aujourd'hui, c'est peut-être le prolongement du plan Eded-Yinon, mais dans une perspective qui n'était pas la sienne, dans une perspective qui n'est plus purement géopolitique, mais qui est plutôt dans un délire messianique. Alors, que Alors, penses-tu de cette lecture-là? Alors, en fait, cette lecture est juste si on commence l'analyse justement à partir de la séquence Odedinon, et même si on la commence à partir d'une vision purement géopolitique et historique du Proche-Orient avec le découpage Sykes-Picot, etc. Mais en réalité, et là, j'ai commencé l'écriture de mon premier livre sur cet aspect-là, l'aspect messianique qui précède la dimension sioniste laïque, en fait. Et c'est là que souvent on se trompe, c'est-à-dire qu'on imagine que les messianistes aujourd'hui sont une sorte d'accident de l'histoire. Il y aurait eu originellement un sionisme laïque, et puis tout d'un coup, on aurait eu une montée du religieux, on ne sait pas pourquoi. Puis ces religieux sont arrivés au pouvoir, et puis ils auraient repris le projet qui est laïque et il lui aurait donné une teinture religieuse. En réalité, si on fait l'histoire des idées de longue durée du sionisme, on se rend compte, c'est l'objet de mon tout premier ouvrage, Occident Islam tome 1, sur sa genèse messianique du sionisme, c'est que le sionisme, au départ, était un projet messianique, un sionisme messianique, religieux, qu'il a connu une transformation athée, laïque, donc une laïcisation au XIXe siècle, et au cours du XXe siècle, il s'est appliqué, mais sous sa forme laïque. Mais l'essence du sionisme, et même le projet de Grand Israël, défendu par Menachem Begin, avant lui par Ben Gourion, par Jabotinsky, etc., avec des frontières qui sont un peu mouvantes en fonction des écrits, mais la constante, c'est le Sinaï est à nous, la Jordanie actuelle est à nous, donc au-delà du Jourdain, le sud de la Syrie est à nous, le nord de l'Arabie est à nous, une partie de l'Irak est à nous, et une partie du Liban est à nous. Donc ça, ce sont les frontières bibliques. Or, ces frontières bibliques, elles sont bibliques, elles sont religieuses au départ. Mais elles ont été reprises par des sionistes athées, comme Ben Gourion. Mais des sionistes athées qui faisaient référence, durant même la guerre, par exemple, de 56, à la Bible. Quand Ben Gourion conquiert le Sinaï égyptien en 1956, il envoie un message à ses troupes d'encouragement et il fait référence à la Bible hébraïque. Il dit « Nous sommes en train de rétablir la troisième royauté d'Israël », et ainsi de suite. Donc, la dimension religieuse est là. Donc, en réalité, on a 3 temps dans le sionisme. Premier temps religieux, deuxième temps laïque, troisième temps retour du religieux. Et donc, le plan Oded-Yinon ou la stratégie de Ben Gourion avant et les demandes des sionistes aux Britanniques, déjà dans les années 20 et même à partir de 1919 à la conférence de Versailles, d'avoir la Transjordanie, donc la Jordanie actuelle, le Liban, etc., ça faisait déjà partie de leurs revendications et qui était fondée en fait sur une lecture laïcisée de la Bible hébraïque. Donc moi, elle est là ma lecture. C'est comme ça que je vois les choses et que je vois ça d'une façon cohérente finalement. Mais je pense que la confusion chez beaucoup de gens vient du fait, d'ailleurs tu l'as expliqué dans beaucoup de nos entretiens, du fait qu'ils considèrent le judaïsme comme une religion. Religion comprise comme nous la comprenons. C'est-à-dire avec une logique d'universel, avec des rites, avec des rituels, avec une foi, avec une vie post-mortem et avec tout un manuel de la vie post-mortem. Alors que le judaïsme, à la base, tu l'as expliqué, c'est avant tout une structure mentale fondée sur un tribalisme, sur un ethnocentrisme et un suprématisme qui, des fois, dans l'histoire, peut prendre une forme religieuse, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est revendiquer des textes avec une foi et avec, etc., un projet eschatologique, mais qui, des fois, peut prendre une forme sécularisée. Mais c'est toujours la même structure mentale qui traverse l'histoire, tantôt sous une forme religieuse, tantôt sous une forme laïque, mais l'idée, elle est toujours la même, suprématisme, un territoire, un Lebensraum
qui nous appartient soit au nom de Yahvé, soit tout simplement parce qu'on est le peuple supérieur et élu, etc. Et si on intègre ces dimensions-là, on comprend que laïque ou pas laïque, la structure mentale qui dirige le tout est toujours la même. Après, il y a un élément qu'il évoque dans l'entretien. Alors, juste, on va bifurquer un peu, puis revenir au projet de Dinon, parce que c'est corrélé avec l'actualité. Alors, il le dit en 2017, mais on peut le vérifier aujourd'hui. L'idée, c'est que les Juifs d'Amérique ne pourront pas rester longtemps aux États-Unis. Et que tôt ou tard, ils devront venir en Israël pour une raison très simple, c'est que la polarisation de la politique américaine, qui aujourd'hui peut-être atteint son paroxysme, fait que les deux pôles extrêmes, démocrates et républicains, se radicalisent davantage et davantage. Et d'un côté, du côté de Trump et des républicains, on devient de plus en plus conservateur et donc, entre guillemets, de plus en plus chrétien. Et donc, il y a un risque de réactivation d'une forme d'antisémitisme, alors je récupère les termes utilisés, qui fera que ça deviendra de plus en plus compliqué pour les Juifs de rester du côté républicain. Et d'ailleurs, là, il y a des rumeurs concernant un sénateur américain qui est contre l'AIPAC, qui pourrait être nommé ministre de l'Agriculture dans le nouveau gouvernement de Trump. Et de l'autre côté, on a des démocrates qui, en devenant de plus en plus cosmopolites avec le LGBTisme, le wokisme, etc., pourraient devenir antisionistes, en tout cas la base électorale, pour d'autres raisons. On l'a vu durant l'épuration ethnique à Gaza, on a vu que tous les gens qui votent, une bonne partie des gens qui votent démocrates, notamment les LGBTistes, sont devenus ouvertement anti-israéliens. Les wokistes, les LGBTistes, etc. Alors que penses-tu de cette lecture-là, de cette radicalisation des deux pôles américains qui feront que les Juifs seront pointés du doigt de part et d'autre, pour différentes raisons? Youssef, il faut activer le micro. Pardon. Ça tient la route quand on voit la situation actuelle. Effectivement, la radicalisation de la politique israélienne, depuis un certain nombre d'années déjà, mais là, c'est, disons, spectaculaire et macabre, a été déjà critiquée par des soutiens d'Israël, donc des sionistes importants, comme Ronald Lauder. Ronald Lauder a publié 2 textes dans le New York Times en 2018, critiquant le gouvernement de Netanyahou, likoudnik et religieux. Pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même, cela met en danger le sionisme, pour lui, hein, selon lui, et en fait, ça met en danger la diaspora juive. Parce que, étant donné qu'Israël, les dirigeants israéliens prétendent représenter tous les juifs du monde et prétendent que tous les juifs du monde sont attachés à Israël et à son projet, par conséquent, on dit au monde entier que les juifs, en fait qu'ils le veuillent ou pas, hein, on leur demande pas leur avis, sont solidaires de la politique israélienne, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, donc, qu'ils sont solidaires d'une épuration ethnique et d'un génocide. Donc, ça fera augmenter tendanciellement l'antijudaïsme et l'hostilité vis-à-vis des juifs. Donc, ça met en danger les juifs, en fait, partout dans le monde. C'est ce qu'a dit récemment Ronnie Broman. C'est d'ailleurs ce que j'écrivais dans un article que j'avais publié en 2018 sur les origines religieuses de la politique israélienne. Je disais que on va arriver dans une séquence historique inédite de l'antijudaïsme, parce que contrairement aux périodes précédentes, il y avait des montées d'antijudaïsme ou d'antisémitisme ou de pogroms anti-juifs qui étaient localisés. C'est-à-dire, un jour c'était en Pologne, un autre c'était en France, un jour c'était dans l'Andalous, enfin bref, c'était en fonction des périodes, des séquences historiques, etc. Or là, je disais, on va avoir avec Internet, donc avec la globalisation et la rapidité de la communication et les atrocités commises par Israël, avec tout ce que ça implique d'arrogance, etc., une universalisation de l'antijudaïsme et une synchronisation de l'antijudaïsme à l'échelle planétaire. C'est ce que je disais en 2018 dans un article que j'avais publié sur geopolintel.fr. Et en fait, avec ce qui se passe là à Gaza, c'est en train d'arriver. On a une hostilité à l'échelle mondiale, même aux États-Unis. On voit dans les sondages, plus de 50% des jeunes Américains sont devenus anti-israéliens et pro-palestiniens. Donc une hostilité planétaire, universelle à Israël, compte tenu
de ce que j'expliquais, c'est-à-dire l'arrogance, Internet, la combinaison de tous ces facteurs. Mais l'autre problème qui se pose dans le raisonnement là, de Oded Yinon, c'est que il dit bon, ils vont venir en Israël. Mais le problème, c'est que, comme le dit Ronnie Broman, il dit Israël met les Juifs en danger en Israël et il les met en danger en dehors d'Israël. Donc, si vous êtes juif et que vous avez le choix entre vivre dans un pays qui est hostile à Israël et relativement hostile aux Juifs, mais je veux dire, bon, il n'y a pas de pogrom non plus, faut pas exagérer. Donc, rester en Occident, dans un autre pays relativement hostile à Israël, ou aller en Israël qui est en guerre permanente contre ses voisins, contre les Palestiniens, etc. Si vous êtes normalement constitué, vous restez là où vous êtes. Vous n'allez pas en Israël. Mais ce qui se passe, le phénomène qui se passe actuellement, c'est que on voit bien, on voit les chiffres, on voit des départs massifs d'Israéliens vers des pays étrangers, en Occident notamment. Donc ils fuient le pays, notamment ce qu'on appelle les libéraux, donc les gens de gauche, les laïcs, partent, les fanatiques restent, et ceux qui, à la limite, vont aller s'installer en Israël, faire leur alia, ce seront les plus fanatiques, les plus extrémistes des juifs de la diaspora. Donc, on ne va pas avoir une fuite de juifs de gauche et laïcs vers Israël, mais on va avoir une radicalisation plus encore de l'État d'Israël et de la société israélienne. Donc, je suis d'accord avec une partie de son analyse, mais pas entièrement. D'accord, donc avant d'aller vers l'autre volet, pour conclure celui-là, pour rester dans l'actualité. Alors, ce que fait Netanyahou depuis 2022, enfin bien avant, mais de manière flagrante depuis 2022, qu'on pourrait appeler la doctrine Netanyahou, entre guillemets, est-elle un dépassement du plan Oded Yinon, dans le sens où on n'a plus besoin de subtilité, de perversion, de stratégies complexes pour fragmenter, mais on y va frontalement. On y va, on détruit, on rase tout et on annexe. Est-ce une rupture stratégique dans l'approche israélienne? Alors, il faut, pour le comprendre, revoir la séquence printemps arabe, hiver terroriste et guerre actuelle. Le printemps arabe, si on prend la perspective de longue durée, donc en intégrant le plan d'Edinon, The Great Middle East Initiative de 2002, donc projet américain, la destruction de l'Irak, puis le printemps arabe avec l'implication des Américains et des grandes entreprises américaines dans l'activation du printemps arabe, et toujours l'implication des Américains, des Britanniques, des Français dans la destruction de ces pays, notamment la Syrie, la Libye, en utilisant des groupes terroristes et des organisations affiliées aux frères musulmans directement, on voit bien qu'il y a eu plusieurs formes à cette application stratégique. Et on voit bien que dans les années 2000, fin des années 2000, les Américains étaient déjà en train de préparer le terrain. Donc ils renouaient des contacts et leur soutien à des organisations anti-syriennes, notamment les Frères musulmans de Syrie qui étaient basés à Londres. Les organisations terroristes, elles vont entrer en scène à partir de 2011, de 2012. Et donc, on était toujours dans cette stratégie, en fait, israélo-américaine d'éclatement des pays musulmans. Mais cette stratégie, disons, cette application de cette stratégie, cette destruction de la Syrie, la Libye, etc., en Libye, a un peu tourné au vinaigre. Enfin, ils ont détruit la Syrie, mais l'Irak avant. Hein. C'est toujours dans la même continuité, que ce soit la séquence Bush ou la séquence Obama. Mais la destruction de l'Irak et la guerre contre la Syrie a impliqué les Russes, le Hezbollah et l'Iran. Donc les Israéliens se sont retrouvés, pour eux, ils ont réglé un problème, par exemple l'Irak, la destruction de l'Irak, mais en réglant ce problème, entre guillemets, ils en ont eu un nouveau, peut-être même plus important. Donc ils se retrouvent à leur porte avec le Hezbollah et l'Iran, et aussi la Russie, qui est d'une certaine façon la garante de la survie de l'État syrien. Et par conséquent, on passe à une nouvelle phase
C'est-à-dire, l'objectif est toujours le même, mais il faut s'adapter. Et là, on est dans une phase qui est dangereuse, c'est-à-dire essayer d'attirer directement les Américains dans une guerre contre l'Iran. Parce que la première phase, c'était printemps arabe, subversion en utilisant et les populations et des organisations qui ont toujours été liées aux Américains. Je pense aux frères musulmans. C'est bon et fidèles alliés des Anglo-Américains. Et puis ensuite les groupes terroristes. Donc d'abord, on Et les commence par... Wahhabites, déjà depuis la Bien guerre sûr, d'Afghanistan, bien sûr, même après. ils sont liés. Je rappelle par exemple que Youssouf al-Qaradawi, qui est un frère qui est mort maintenant, mais qui est un frère musulman éminent, était basé au Qatar, qui est quand même une pétromonarchie wahhabite à l'origine, a émis une fatwa, je l'ai dit l'autre jour dans un débat face à Tariq Ramadan, il a émis une fatwa pour autoriser l'assassinat de Kadhafi et l'assassinat de fonctionnaires et des civils syriens. Donc en Qui fait, travaillent avec l'État, tout à fait. on a bien vu là une alliance entre les frères musulmans et les wahhabites. Et sur le terrain, notamment l'armée syrienne libre, Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh, etc. Donc ils étaient alliés contre les ennemis d'Israël et des Anglo-Américains. Et donc première phase printemps arabe, deuxième phase hiver terroriste, et là on est dans la troisième phase, disons, tentative d'attirer les Américains dans une guerre directe contre l'Iran. Mais c'est pas la première fois, puisque durant le premier mandat de Trump, par exemple, en 2019, ils ont essayé de provoquer une guerre entre les États-Unis et l'Iran. En réponse à cela, Trump a limogé en 2019 John Bolton, qui était conseiller à la sécurité nationale, qui est un agent israélien qui poussait Trump à la guerre contre l'Iran. Donc voilà, en fait, on est toujours dans le même objectif, mais avec des phases et des applications différentes. Bon, il y a une autre lecture que j'aimerais te soumettre. Alors, du côté israélien, on comprend très bien qu'il y a un déclin relatif, mais de plus en plus prononcé des États-Unis. Et que le plan d'impliquer les Américains directement dans une guerre contre l'Iran a jusqu'à présent échoué. Donc il leur reste peut-être ce mandat de Trump, peut-être comme la dernière chance pour impliquer les Américains dans ce conflit. On verra comment ça va évoluer. Mais j'imagine bien qu'ils cherchent déjà des alternatives aux États-Unis, comme parapluie nucléaire et militaire. Il est intéressant de voir que désormais, Israël cherche peut-être davantage des appuis au sein du Sud global qu'au sein du monde occidental, vu la perte de leur réputation et de toute cette image qu'ils ont bâtie d'avant-garde de la démocratie, des droits de l'homme au Proche-Orient, etc., avec le génocide actuel. Et que c'est peut-être du côté de l'Inde, notamment, qui cherche désormais à se protéger. Parce qu'il y a un événement qui est passé totalement inaperçu, je l'ai évoqué dans le live avec Alain Soral sur Égalité et Réconciliation, puisque un mois avant le 7 octobre, et l'enclenchement de tout ce qu'on voit actuellement en Palestine, il y a eu un sommet du G20 à New Delhi. Et Biden était présent et il avait prononcé un discours dans lequel il avait promis qu'il allait aider l'Inde à mettre en place une route commerciale alternative aux nouvelles routes de la soie. N'oublions pas que la Chine est le principal rival de l'Inde et qu'il y a un jeu triangulaire à travers le Pakistan qui se fait entre les trois. Et que cette route partirait de l'Inde en passant par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël. And today I'm proud to announce that we've finalized the historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Israel. Pour aboutir en Méditerranée, puis par la suite l'Atlantique à travers le détroit de Gibraltar. Et j'imagine bien que pour passer par Israël, ça doit passer par un canal. Et on revient au canal Ben Gourion que l'on avait déjà évoqué. Et que l'Inde ayant une diplomatie multivectorielle, elle n'a jamais eu de problème à être amie avec Israël, avec le monde musulman, avec la Russie, avec la Chine, les États-Unis, avec tout le monde. Et que ce projet indien ou indo-américain pourrait être une forme de parapluie économique pour Israël.
vu que si jamais demain 30% des flux commerciaux maritimes passent par Israël, globalement, ça protège Israël d'une manière ou d'une autre. Alors, penses-tu qu'Israël commence déjà à travailler à une alternative aux États-Unis et que Alors, ça aura des répercussions au niveau de sa stratégie dans la région? c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un sujet qui est abordé dans notre prochain livre avec Pierre-Antoine Plaquevent, Israël et la guerre mondiale des religions, aux éditions Culture et Racines, en partenariat avec Strategica. Au début du livre, dans la première partie, Pierre-Antoine, parce qu'on s'est partagé le travail, mais il traite de ce sujet-là, notamment du refroidissement des relations entre Israël et la Chine, qui, elle, donc, a ses routes de la soie, One Belt, One Road, et effectivement, les Indiens, en collaboration avec les Américains, essayent d'établir une route alternative à celle de la route de la soie. Donc, il y a véritablement une confrontation géoéconomique qui oppose les Indiens et les Chinois, alors qu'ils sont tous les deux aux membres des BRICS, et donc les Américains, les Indiens et les Israéliens, effectivement, essayent d'établir cette route géoéconomique en concurrence avec la Chine. Et donc, en fait, on voit... Ce qui explique d'ailleurs que l'hostilité chinoise vis-à-vis de la Chine depuis le début des événements du 7 octobre... Vis-à-vis d'Israël. D'Israël ne relève pas d'un humanisme chinois. Oui, relève du fait qu'Israël fait partie d'un plan alternatif aux routes de la soie. Oui, en fait, je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Je pense que c'est pas exclusif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous opposer à Israël parce que je veux dire, les Chinois, en fait, les Chinois auraient très bien pu maintenir les relations économiques avec Israël. Rien ne les empêchait. Les Indiens sont pas venus dire aux Chinois, pousse-toi de là poussez-vous de là que je m'y mette. Donc, les Chinois ont volontairement mis un terme, par exemple, à leur collaboration. Donc, la plus grosse entreprise de transport chinoise a cessé de collaborer avec les Israéliens et d'aller au port, je crois, le port de Haïfa, je crois que c'est le port de Haïfa. Enfin bref. Donc, c'est volontaire. Parce qu'en fait, c'est effectivement multifactoriel. Il y a la dimension comment dire, géopolitique, puisque Israël, du point de vue chinois, appartient au bloc américain occidental, on va dire Israël occidental, israélo-américain, que la politique israélienne dans la région consiste à semer le chaos, et le chaos n'est pas bon pour les affaires, donc ça explique cela. L'attitude, je veux dire, aucun État normalement constitué qui respecte le droit international, parce que les Chinois font partie des pays qui sont assez attachés au droit international. C'est une question culturelle. Un peu trop même, c'est un peu trop. Peut-être un peu trop, ouais, les Russes aussi. Et l'attitude israélienne est intolérable de ce point de vue-là, de ces différents points de vue, et même d'un point de vue moral. Enfin, je veux dire, continuer à collaborer avec un État qui, en plus de commettre un génocide, une épuration ethnique, viole le droit international constamment, sème le chaos dans la région et donc perturbe le commerce, puisque la Chine est un empire du commerce. Je veux dire, ça additionne des raisons d'entrer en confrontation, en tout cas de se refroidir les relations avec Israël. Et c'est là, effectivement, qu'entre en scène l'Inde, qui a de très bonnes relations avec Israël. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une vision du monde la vision du monde chinoise et la vision du monde sioniste, israélienne, du judaïsme politique sont assez opposées. Mais je pense que la vision du monde indienne n'est pas en contradiction brutale, directe avec la vision du monde israélien. Inégalité structurelle. Inégalité. Rivalité avec l'islam, de l'hindouisme le plus radical. Aussi, une conception théologico-raciale aussi. Donc, en fait, l'Inde réunit toutes les conditions, disons, théologico-raciales, idéologiques, géopolitiques, pour adopter le choc des civilisations proposé par Israël. Et puis Israël offre à l'Inde une opportunité de contrer
les routes de la soie chinoises dans la région. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui, et puis je rappelle que durant le sommet des BRICS à Kazan, Narendra Modi a ouvertement dit qu'il était hors de question de faire des BRICS une structure anti-occidentale. The PM underscored that BRICS is not a divisive group but one focused on public interest. He said, and I quote, "We should give a message to the world that BRICS is not a divisive but a public interest group." Donc l'Inde joue à peu près toutes les cartes en même temps. Tout à fait. Alors, pour fermer cette parenthèse et revenir au plan Oded-Inon, en tout cas à la stratégie israélienne, dont le plan Oded-Inon n'a été qu'une étape, tu l'as rappelé, il y a eu différentes propositions avant et après le plan Oded-Inon. On a vu depuis le 11 septembre une mise en pratique accélérée de cette vision-là, de cette doctrine-là, avec la guerre en Irak. Je ne sais pas si c'est un échec, mais bon, le pays a été détruit, mais il n'a pas été fragmenté, puisque l'Iran a globalement réussi à étendre un peu son influence au niveau de l'Irak en jouant sur ses propres cartes. Et la guerre d'Afghanistan, qui a été un échec patent et clair et indiscutable. Puis il y a eu les printemps arabes entre guillemets, qui pareil ont affaibli la plupart des États arabo-musulmans, mais n'a pas provoqué, sauf en Libye, l'éclatement voulu. Et puis la Syrie, il y a eu la variable russe qui peut-être a été sous-estimée, qui a empêché l'éclatement de la Syrie. Tu nous parles du fait que dans le plan Oded-Inon, il est question également de contrées un peu plus lointaines, du Maghreb. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le Maghreb, dans le plan Oded-Inon en particulier, et dans la stratégie israélienne plus globalement aujourd'hui? Alors, le plus simple, c'est de le citer directement, de le lire. Voilà, je vais le lire. Il faut toujours sourcer, prouver ce qu'on dit. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques aux sources et aux documents, mais on va quand même le faire. Alors, donc dans son plan, il parle d'abord, il parle du premier découpage. Les accords de Sykes-Picot, les accords secrets de Sykes-Picot 1916, le découpage du Proche-Orient, qui a créé les États tels qu'on les connaît, les États proche-orientaux. Pour ce qui est du Maghreb, c'est plus compliqué, puisque le Maroc existait, pas dans les frontières telles qu'on le connaît actuellement. Donc en fait, quand il existe des États, il tronçonne, il coupe. Quand les États n'existent pas du tout, il les crée. Et sur le cadavre de l'Empire ottoman, la situation maghrébine n'est pas la même que la situation proche et moyen-orientale. Mais l'Égypte existait aussi, par exemple. Même à la période ottomane, l'Égypte existait. Donc, il fait un état des lieux. Il dit, donc je vais citer tout le paragraphe, comme ça vous aurez le contexte. Ça va peut-être être un peu long, mais je suis désolé. À long terme, le monde musulman arabe ne pourra exister dans son cadre actuel dans nos environs sans avoir à passer par de véritables changements révolutionnaires. Le monde musulman a été construit par des étrangers, les Français et les Britanniques dans les années 20, comme un château de cartes éphémère sans que les souhaits et les désirs des populations aient été pris en compte. Il a été divisé arbitrairement en 19 États, tous constitués de combinaisons de minorités et de groupes ethniques hostiles les uns aux autres. Là, il exagère un peu. De sorte que, de nos jours, chaque État musulman arabe fait face à une destruction sociale ethnique de l'intérieur et en quelque sorte, la guerre civile fait déjà rage. Outre l'Égypte, tous les États du Maghreb sont composés d'un mélange d'arabes et de berbères non arabes. En Algérie, il y a déjà une guerre civile qui fait rage dans les montagnes kabyles entre les deux nations du pays. Donc pour lui, kabyle et arabe, ou berbère et arabe, ça constitue deux nations du pays. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Je continue, donc il dit encore « Le Maroc et l'Algérie sont en guerre l'un contre l'autre sur la question du Sahara espagnol, en plus de la lutte interne dans chacun des deux pays. » Donc voilà ce qu'il dit. Et donc, par conséquent, comme son projet, comme il l'explique, c'est de faire éclater tous les États, y compris du Maghreb, c'est d'activer les conflits internes, donc au sein des différences ethniques au Maghreb, donc opposer les Arabes et les Berbères, et aussi opposer plus encore qu'ils ne le sont les États d'Algérie et du Maroc. Donc c'est-à-dire provoquer des tensions internes pour faire éclater les États, et en aggravation de ce phénomène-là, qui désire provoquer l'opposition des États eux-mêmes, entre eux.
Donc, c'est cette vision qui propose une vision stratégique d'éclatement des pays du Maghreb. Comme les pays du Maghreb sont uniformes sur le plan religieux, et que l'ennemi lui cherche la faille, la faille, et donc il va du côté de la faille soi-disant ethnique, donc opposition entre Arabes et Berbères. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements identitaires, notamment en Algérie avec le MAC, qui sont soutenus par les sionistes, notamment BHL, mouvement d'autonomisation de la Kabylie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les mouvements ou les processus qui visent à faire éclater les États, par exemple faire éclater le Maroc, séparer le Maroc de son Sahara, du Sahara marocain, ou faire éclater l'Algérie, séparer la Kabylie, etc., opposer en Libye les deux Libyes, en fait, d'Est et d'Ouest, la Cyrénaïque et Cyrénaïque, Tripolitaine, ouais. voilà, tripolitaine, et opposer aussi, il en parle, en Égypte, les Coptes et les Arabes. Donc c'est cette stratégie-là qu'il essaie de faire avancer. C'est pour ça que moi, je l'ai dit souvent quand on a eu des discussions sur l'Algérie et le Maroc, en disant aux Algériens, faire attention parce que le processus d'éclatement d'un État, notamment celui du Maroc, c'est séparer le Maroc de son Sahara, qui constitue presque 50% de son territoire, ça constituerait un précédent, et ça, à partir du moment où tu as fait éclater le Maroc, on va continuer avec l'Algérie, et ainsi de suite. C'est un processus, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on peut, dans une vision stratégique court terme, se dire, je vais affaiblir mon voisin en faisant éclater son État, mais il faut voir qu'à long terme, ça constituera un précédent et une sorte de dynamique qui te touchera par la suite. Alors, en lisant Odedinon, il y a deux manières de l'appréhender. Alors, soit c'est un humaniste qui veut le bien des pauvres ethnies enfermées dans des États créés par l'Occident, ce que je ne crois pas. Et la deuxième lecture, c'est qu'effectivement, c'est une feuille de route qu'il propose à l'État israélien. Alors, la question du Maghreb, elle est intéressante parce qu'effectivement, en Algérie, il y a la question de la Kabylie qui est soutenue à travers le relais BHL. Mais même en Maroc, il faut rappeler que les mouvements amazirs les plus radicaux, qui sont heureusement minoritaires, sont très proches d'Israël. Oui. Et on fait des voyages réguliers en Israël en établissant un parallèle entre la cause israélienne et la cause amazigh, puisqu'on a le même ennemi, c'est les Arabes musulmans qui nous ont imposé et l'islam et l'arabité, etc. Et donc, on doit faire front commun. Alors, Israël ne les appuie pas ouvertement, dans le cas du Maroc, mais il garde ce canal et l'entretient, peut-être pour l'utiliser plus tard ou l'activer plus tard. Mais ma question, elle est la suivante. Pendant très longtemps, l'Empire ottoman était vu par tous les juifs d'Occident comme étant une magnifique terre d'asile. Où effectivement, pour fuir les pogroms, les persécutions, ils pouvaient venir dans l'Empire ottoman, faire du commerce, s'intégrer à l'administration ottomane, et ils étaient accueillis et pas persécutés du tout. Jusqu'à la montée du nationalisme turc. Ça, c'est une autre parenthèse. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette terre d'asile, et même l'Occident, qui était devenu l'alternative à l'Empire ottoman, est en train de voir toute l'horreur commise par les Israéliens. Mais le Maroc est perçu par beaucoup d'Israéliens comme étant l'unique îlot dans le monde arabo-musulman où ils peuvent venir et descendre de l'aéroport sans se faire décapiter. C'est un peu exagéré, mais c'est ça. Ouais, c'est un peu exagéré. L'idée est là. Donc, quel intérêt aurait-il à fragmenter un État qui pourrait être un plan alternatif ou un plan ou une forme de refuge si jamais ça foire au Proche-Orient et qu'ils doivent fuir Israël et la Palestine? Alors, il y a une dimension quand même psychologique là-dedans. Et tu l'as rappelé parce que l'Empire ottoman, quand il y a eu la Reconquista, je veux dire, le sultan ottoman a affrété des bateaux aux côtes espagnoles pour récupérer une partie des juifs espagnols et les faire venir en Turquie. Donc, je veux dire, depuis l'époque de la Reconquista, l'Empire ottoman a été un foyer de refuge, même pas seulement de refuge, mais de prospérité pour les Juifs. Pas seulement la Turquie d'ailleurs, parce qu'une bonne partie des Juifs qui ont fui l'Espagne, qui ont été chassés d'Espagne, se sont installés au Maghreb, notamment au Maroc. Donc le Maroc, au même titre que l'Empire ottoman à l'époque, était une terre où les Juifs vivaient sans problème, sans difficulté.
Et effectivement, l'Empire ottoman, vers sa fin, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il a été beaucoup affaibli. C'était une période de décentralisation, une période d'endettement. L'Empire ottoman était très endetté. Et c'est à cette époque-là que les sionistes ont fait des offres à l'Empire ottoman. Ils lui avaient d'abord proposé, Herzl avait proposé de créer, que l'Empire ottoman crée le foyer national juif, donc en Palestine, donc sous contrôle ottoman, en échange de l'annulation de la dette. Et le sultan ottoman, donc le calife à l'époque, avait refusé. Et par conséquent, les sionistes ont comploté contre l'Empire ottoman avec les Britanniques, et pendant la Première Guerre mondiale, ils ont attaqué l'Empire ottoman, ils l'ont démantelé et créé le foyer national juif. Et pourquoi je dis c'est psychologique? Parce que on a l'impression que, je ne vais pas faire de généralité, mais que ces gens-là, partout où ils vont s'installer, ne peuvent pas s'empêcher à terme d'essayer de détruire le pays qui les a accueillis. C'est un peu l'histoire du scorpion sur la grenouille. C'est le scorpion demande à la grenouille s'il peut monter sur son dos pour traverser la rivière. Ou le marais. Et la grenouille lui dit mais ne me pique pas. Et là le scorpion lui dit mais j'ai aucun intérêt à te piquer. Si je te pique, on va couler tous les deux. Et donc le scorpion monte sur le dos de la grenouille. Puis au bout d'un moment, il pique la grenouille. Et la grenouille dit mais pourquoi t'as fait ça? On va couler tous les deux. Il dit mais c'est ma nature. Je suis un scorpion. Et c'est un peu la même chose avec eux. C'est-à-dire que il y a d'un côté cette vision qu'ils ont du Maroc. Pays d'accueil, ils font l'éloge du Maroc, c'est magnifique, on peut y aller, BHL a sa maison là-bas, etc. Il vit. Et en même temps, moi je me souviens de la période tu sais, quand il y a eu le mouvement Hirak dans le Rif, avec Zefzafi, etc. On se souvient que ce mouvement-là avait, failli virer vers un mouvement sécessionniste. Et en tout cas, il y a dans l'entourage de Zefzafi des témoignages qui disaient qu'il avait été contacté par des forces extérieures, on ne sait pas quel pays, qui lui demandaient de faire passer le mouvement social en un mouvement identitaire séparatiste. Et dans la même période, je me souviens, il y avait un journal israélien qui s'appelle Europe Israël, qui avait publié, donc quand il y a eu l'arrestation justement des leaders de ce mouvement-là, qui avait publié un article extrêmement virulent contre la monarchie marocaine et contre le roi, et qui mettait en avant la répression contre un mouvement identitaire. C'était la dimension identitaire qui était mise en avant. Donc en fait, on a toujours, avec les sionistes et les Israéliens et le judaïsme politique, deux voies. En fait, le bâton et la carotte. On a le discours très favorable au Maroc, main tendue au Maroc, pays magnifique, etc. Mais en même temps, comme tu l'as dit, des contacts avec des mouvements identitaires qui pourraient être dangereux à terme pour le pays, et aussi un discours très virulent vis-à-vis même de la monarchie marocaine, etc. Donc il y a les deux. Et le retour au Maroc, enfin je veux dire transformer le Maroc en pays refuge, ça pourrait effectivement constituer un danger pour le Maroc, puisque l'objectif final reste toujours la subdivision des pays musulmans, et qu'il ne reste pas en fait un pays musulman encore debout. Ça peut paraître incohérent parce qu'on se dit mais ils auraient tout à gagner à avoir au moins un pays musulman qui tient encore debout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dimension religieuse, politico-religieuse et eschatologique qui vise à détruire tout le monde. C'est-à-dire que quand il nous parle par exemple de l'Iran qu'il faut absolument détruire, l'Iran, puisqu'on est toujours dans une perspective religieuse de longue durée avec un archétype de l'ennemi et de l'ami, dans l'histoire juive antique, la Perse est un pays ami, puisque c'est la Perse qui a abattu l'empire babylonien et qui a permis le retour des Judéens et la reconstruction du temple. Et bien malgré cela, il y a toujours cette vision, quand Netanyahou est allé voir Poutine et qu'il lui a dit il faut chasser l'Iran de la Syrie, là il a rappelé
l'épisode mythique en fait dans la Bible hébraïque d'Esther où il dit oui les Perses ont voulu nous tuer et donc il faut l'abattre. Donc il y a cette double vision qui est contradictoire mais en fait qui s'imbrique. C'est-à-dire dans un premier temps on est dans un discours d'amitié, de collaboration et de normalisation, puis dans un second temps on l'abat. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Iran du Shah. C'est-à-dire qu'on a eu une collaboration avec le Shah d'Iran, avec la SAVAK qui a été formée par le Mossad, des relations très bonnes entre les Anglo-Américains, les Occidentaux et le Shah d'Iran. Mais alors que les relations étaient excellentes entre Israël et le Shah d'Iran, eh bien, les Anglo-Américains, notamment Bernard Lewis, à l'époque pro-israélien avec la nationalité israélienne, et Zbigniew Brzezinski, établissaient un plan qui s'appelait le croissant de feu, visant à faire éclater l'Iran, à séparer l'Iran, le Baloutchistan de l'Iran, etc. Donc, même quand on est dans une démarche d'amitié, il y a toujours au final cet objectif de destruction, y compris de l'ami. J'étais un peu... Non, mais c'est bien parce qu'il y a une ambivalence, effectivement, qui pourrait s'expliquer par un élément que je te soumets. C'est que quand on voit la composition interne de la population israélienne, on peut vulgairement la subdiviser en deux groupes, les Ashkénazes et les Séfarades. Les Séfarades ont une sympathie naturelle, historique pour le Maroc, notamment le noyau dur que sont les Israéliens d'origine marocaine, qui sont très nombreux d'ailleurs. Et ceux-là, peut-être, cherchent à entretenir le Maroc comme terre de refuge, si jamais ça ne marche pas là-bas. Et c'est eux qui militent, qui font du lobbying en Israël pour maintenir cette ligne-là. Mais de l'autre côté, on a des Ashkénazes qui n'en ont rien à foutre, pardonnez-moi de l'expression, du Maroc. Pour eux, c'est une tache sur la carte qui est musulmane et qui est arabe, et donc qui est potentiellement un danger. Et ceux-là ne sont pas les alliés du Maroc et ne nourrissent aucune sympathie pour le Maroc. Et c'est peut-être eux les tenants de la ligne dure, de la fragmentation et de l'entretien de la même ligne qu'avant. Et que peut-être ces deux points de vue, ces deux perspectives totalement différentes et même diamétralement opposées des fois par rapport au Maroc et au Maghreb, font que la politique israélienne est ambivalente et pas tout à fait cohérente, même si c'est une forme de cohérence que l'ambivalence. Alors que penses-tu de cette idée-là ? Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a, quand on écoute les juifs sionistes marocains, ils ont toujours un discours pro-marocain, d'amitié vis-à-vis du Maroc, etc. Mais le fait est que Israël, même s'il y a des dirigeants israéliens qui sont d'origine marocaine, etc., le fait c'est est que les Ashkénazes qui dominent économiquement. les Ashkénazes qui ont le pouvoir. C'est les Ashkénazes qui ont le pouvoir. Et de toute façon, même s'il y a un revirement contre le Maroc, je veux dire, les Séfarades pourront toujours te dire c'est pas de notre faute, nous on est vos amis. C'est un peu comme le discours qu'ils ont tenu avant et après la normalisation c'est le projet Aladdin programme scolaire. Oui, programme scolaire, et aussi d'essayer de faire rentrer au Maroc dans les manuels tout un discours sur la Shoah, combattre l'antisémitisme, etc. Quand on est au Maroc, les sionistes, quand ils sont au Maroc, ils tiennent un discours judéo-islamique, c'est-à-dire qu'il y aurait une civilisation judéo-islamique, une amitié avec le Maroc, etc. Mais les mêmes, et je l'avais rapporté dans le dossier sur la normalisation, les mêmes qui tiennent ce discours-là, je parle vraiment des personnes, ont été les acteurs et les partisans du choc des civilisations et de la diabolisation de l'islam. C'est-à-dire que derrière le projet Aladdin, on trouve une franco-américaine qui a été haut fonctionnaire collaboratrice de Madeleine Albright, qui s'est vantée d'avoir tué 500 000 enfants irakiens, Madeleine Albright. Cette collaboratrice-là est partie prenante du projet Aladdin, financé par Rothschild. Donc ces gens-là, les mêmes, quand ils sont en Occident, ils tiennent un discours de diabolisation de l'islam et de politique contre les pays musulmans et de destruction des pays musulmans et qui tuent en masse des musulmans. Et quand ils arrivent au Maroc, ils nous parlent de civilisation judéo-marocaine, d'amitié judéo-islamique, etc. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a ce discours-là des juifs sionistes qui vivent en Israël, qui sont d'origine marocaine, qui nous tiennent un beau discours vis-à-vis du Maroc, etc.
mais en même temps, tu vas trouver des organes comme Europe Israël et comme d'autres qui vont tenir un discours très hostile au Maroc et qui vont maintenir des liens avec des mouvements même sécessionnistes au sein même du Maroc. Donc, je pense que c'est un discours parfaitement hypocrite et que c'est dangereux pour quel que soit le pays musulman ou non, quel que soit le pays. Je veux dire, il y a les discours, il y a les déclarations d'amour, etc. Et il y a sur la longue durée, la politique qui est menée vis-à-vis des pays musulmans, quelle que soit leur position géographique et leur lien avec Israël. Et je rappelle, d'ailleurs, tu l'as rappelé, après la révolution, Netanyahou s'est présenté plusieurs fois avec des cartes du Maroc tronquées. On va y venir. C'est l'aspect technique de la chose. Parce qu'effectivement, même si on garde la perspective pro-marocaine d'une partie des séfarades, etc., même celle-là est dangereuse. Parce que si on part de l'idée que les séfarades considèrent le Maroc comme un plan B, ça voudra dire que ce plan B doit être réaménagé à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau culturel, au niveau civilisationnel, de telle manière... Tout à fait, de telle manière à ce que le Maroc devienne la terre d'accueil. Il n'est pas la terre d'accueil dans sa forme actuelle, mais il pourrait être une terre d'accueil dans la forme adéquate à ces séfarades qui voudraient y venir s'y installer et y avoir un pouvoir et une influence économique, etc. Et donc ça passe effectivement au niveau pédagogique par le plan Aladdin, puis au niveau de la création de musées, de l'histoire judéo-islamique, puis au niveau des programmes TV, puis petit à petit au niveau de l'élite politique, de l'élite économique. Et donc c'est une restructuration totale du pays qui se fait au détriment de la souveraineté de son propre peuple à terme. Donc même le cas le plus en apparence favorable est dangereux de ce point de vue. Alors pour en venir à la question de la normalisation, on avait eu un débat organisé par notre ami Ayoub de la chaîne L'Angle en 2020, si je me souviens bien. Oui, c'était au moment de la normalisation. Ouais. Au moment de la normalisation et des accords d'Abraham, puisque c'est une logique tripartite. En fait, c'est une extension des accords d'Abraham, parce que les accords d'Abraham impliquaient directement les Émirats. Au cas par cas, en fait. Chaque pays a négocié ce qu'il voulait. Différemment, tout à fait. Et donc, le Maroc a négocié la reconnaissance américaine, qui a ouvert la voie à d'autres reconnaissances, même si c'est pas notre débat aujourd'hui. Et à l'époque, toi, tu étais contre la normalisation, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Donc on peut pas te reprocher un manque de cohérence. Moi j'étais pour et j'avais bien clarifié que je n'étais pas pour des raisons culturelles ou civilisationnelles, etc., mais pour des raisons instrumentales. Donc ce qui fait qu'au niveau métapolitique, Israël n'est pas un problème palestinien, un problème mondial. De ce point de vue, on est tous palestiniens à différents degrés, à différents niveaux. Et donc la lutte sur le terrain de la métapolitique est une lutte idéologique de contre-hégémonie, d'éveil, de fédération des différents noyaux de résistance à une échelle planétaire. Et donc cette lutte ne peut pas être enfermée à l'intérieur de frontières nationales. Donc il ne s'agit pas d'un combat marocain, il ne s'agit pas d'un combat français, il s'agit d'un combat à une échelle humaine. Et donc de ce point de vue, je pars de l'idée que dans une dialectique ami-ennemi, pour reprendre Carl Schmitt, la position de l'État marocain, si on prend en compte toutes les contraintes, aussi bien en externe qu'en interne, est pleinement défendable à condition d'aller de pair et en parallèle avec une autre lutte menée par d'autres gens au niveau métapolitique. Et donc l'ami et l'ennemi n'est pas désigné selon la morale, mais selon les intérêts nationaux du moment, qui sont mouvants, qui peuvent changer. Et l'ami et l'ennemi n'est pas un ennemi ad vitam aeternam. Et l'ami n'est pas un ami ad vitam aeternam. Donc personnellement, du point de vue du Maroc à l'intérieur des frontières marocaines, je maintiens l'idée que le Maroc a raison de profiter de cette opportunité très conjoncturelle qui était en rapport avec la parenthèse Trump pour faire bouger légèrement le dossier d'un point de vue bilatéral. Mais il est évident que sur le long terme, si le Maroc ne se dote pas des moyens en vue d'acquérir les facteurs de puissance lui permettant une autonomie réelle et une souveraineté réelle, eh ben on demeurera dans un jeu d'équilibriste en permanence et en jouant avec le feu. Mais c'est également une question de temporalité. D'ailleurs, sur le long terme, M. Indy a parfaitement raison. Mais sur le court terme, il faut également comprendre quelles sont les contraintes d'un État comme le Maroc, qui a hérité d'un certain nombre de défaillances structurelles, d'un certain nombre de greffes occidentalo-modernistes, d'un certain nombre de dépendances desquelles il ne peut pas s'extraire, notamment parce qu'il ne peut pas compter sur des alliés géographiques. Je parle notamment de l'Algérie, qui depuis son indépendance n'a pas arrêté d'œuvrer dans un projet idéologique d'une autre nature pour abattre le régime marocain et pour déstabiliser territorialement le Maroc en vue d'accéder à l'Atlantique, car l'Algérie se vit comme étant enclavée, enfermée dans la Méditerranée, et que le projet du Grand Maghreb, qui aurait pu permettre
de créer un bloc réellement civilisationnel, capable de peser et capable de fonder une autonomie, a été intégralement saboté du côté du panarabisme et du côté du socialisme arabe. En partant de l'idée que d'un point de vue réaliste, c'était une fenêtre d'opportunité qu'il ne fallait pas rater pour le Maroc, à condition qu'il en fasse un bon usage. Or, ce que j'ai constaté, c'est que depuis la normalisation, l'usage qui a été fait n'est pas l'usage optimal. Parce que le sentiment qui est né au sein de l'élite israélienne était que cette normalisation était acquise, et que, étant acquise, ils pouvaient se permettre de tout faire vis-à-vis du Maroc, sans que le Maroc ne réagisse. D'où le fait que Netanyahou est apparu 2 fois avec une carte tronquée du Maroc, dont une fois sur une chaîne française. Et donc, c'est le message qui est envoyé au monde occidental. Alors, une fois, c'est une erreur, 2 fois, c'est une provocation. D'autant plus que ces gens-là sont extrêmement attachés à la dimension symbolique. On ne peut pas me dire que les Juifs ignorent la dimension symbolique. Ils la connaissent peut-être mieux que tout le monde, vu qu'ils gesticulent autour du même texte depuis plus de 2000 ans. Donc, ils connaissent avec toute la guématrie et toute la dimension là. Et donc, c'est un message qui est envoyé, une provocation qui est envoyée pour établir un rapport de force avec le Maroc. Et le Maroc, de son côté, n'a pas cherché à rétablir le rapport de force. Il aurait pu le faire de 1000 manières. Il aurait pu, par exemple, simuler un début de négociation avec l'Iran pour établir les relations diplomatiques avec l'Iran. Même pour ne pas le faire, mais juste pour provoquer à son tour Israël et rétablir les rapports de force. Il y a 1000 manières de le faire. Rien n'a été fait. Le sentiment qui a été créé, c'est que cette reconnaissance marocaine de la légitimité d'Israël en tant qu'État dans la région était un élément acquis. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième élément, l'épuration. Alors, je cherche à être précis dans les termes. Pour moi, ce qui se passe à Gaza est davantage une épuration ethnique du point de vue juridique du terme. Donc, effectivement, on cherche à épurer un territoire ethniquement en massacrant et en obligeant une partie de la population à migrer. Alors, le génocide israélien est un génocide dans son sens global. C'est que l'ethnie arabe, même, je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas la sphère civilisationnelle arabe doit être détruite. Mais du point de vue de la population de Gaza, ce n'est pas une ethnie. Donc on ne peut pas parler de génocide au sens propre. Mais c'est une épuration ethnique, un massacre, une extermination de la population de Gaza. A créé un problème que le Maroc doit gérer. C'est qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population marocaine est hostile à Israël. Elle regarde, comme tout le monde, les massacres qui sont commis quotidiennement, avec la majeure partie des tués qui est composée d'enfants. Vu la structure démographique de la population de Gaza, tu détruis un immeuble, tu as une majorité d'enfants, et de femmes, et de personnes âgées, etc. Et il y a un sentiment de frustration et de colère qui naît au sein de la population marocaine, du fait qu'ils sont obligés de composer avec une injonction paradoxale. En même temps, ils doivent être hostiles à Israël en raison du massacre évident qui est commis, mais en même temps, ils ne doivent pas contredire la diplomatie marocaine, qui est celle de la normalisation avec Israël, et de la légitimation d'Israël en tant qu'État, ça revient au même. Et ce que j'ai observé au niveau des réseaux Internet, notamment dans les commentaires des gens sur Facebook, Twitter, etc., c'est qu'on est en train d'assister à un début de rupture entre la base populaire et l'État marocain, qui est une nouvelle fracture qui est en train d'être naître et qui pourrait demain être utilisée par ces mêmes Israéliens pour provoquer une implosion de l'État marocain, un éclatement, etc. Alors pour l'instant, il est canalisé contre le gouvernement, mais on sait très bien que beaucoup de gens, quand ils disent gouvernement, c'est pour ne pas dire l'État marocain dans sa globalité. Et le fait est que si l'État marocain a joué la carte de l'autruche ou du gars qui attend que la vague passe pour remonter, la vague devient de plus en plus grande. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'Israël va s'arrêter dans ce qu'elle a entrepris. D'autant plus qu'il y a plein de signaux de radicalisation, puisqu'on a vu que Netanyahou a viré son ministre de la Défense, Yoav Gallant, sachant que dans leur échiquier à eux, c'est un réaliste, un modéré. C'est pas un extrémiste messianique comme Israël. C'est pas un humaniste. C'est un gars qui considère que les Palestiniens, c'est des animaux, qu'il faut leur couper l'eau et l'électricité, mais c'est quelqu'un de pragmatique. Il part de l'idée qu'Israël a entrepris une guerre qu'il a dirigée, mais qui n'a pas d'objectif militaire clairement défini. C'est quoi concrètement les objectifs militaires? Il part de l'idée qu'on a fait le boulot, il faut se retirer de Gaza.
Après, il y a des rivalités politiques entre les deux. Peut-être qu'il veut devenir le futur Premier ministre d'Israël, etc. Mais tous les signaux indiquent une radicalisation du gouvernement israélien actuel et que la guerre va continuer, que des massacres vont continuer, que la guerre va contaminer probablement la Syrie. Peut-être qu'il y a un projet de liquidation de Bachar al-Assad qui va provoquer une nouvelle guerre civile. Peut-être qu'il y a une guerre en Iran qui aura lieu. Et donc, si le Maroc croit que c'est une vague qui va passer, qui va se redevenir comme avant, je pense qu'il se trompe dans cette grille de lecture-là. D'où le fait que j'avais dit, vu le changement dans les données factuelles et de l'environnement international, qu'il était peut-être temps de penser intelligemment à se retirer de ces accords-là. Ça m'a valu des insultes, on m'a taxé de traître, etc. Ça, je m'en fous royalement parce que moi, je propose des idées en partant de ce que j'observe et de ce que j'analyse et pas en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre et que l'État marocain est mon État, je suis patriote, mais il peut se tromper. Et peut-être qu'il avait raison en 2020, mais peut-être qu'il a tort d'y rester en 2024. Donc ça, c'était ma grille de lecture. Alors, que penses-tu de cela? Bah, là, je suis tout à fait... Compléter ou autre chose, ajouter. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et pour essayer de faire comprendre aux gens qui nous écoutent, notamment au Maroc, les enjeux et puis la stratégie israélienne, là encore, quand moi j'avais critiqué la normalisation, c'était pas, il y avait même pas en fait une dimension morale dans mon texte. C'est-à-dire que dans notre débat non plus. C'est-à-dire que j'ai mis. D'ailleurs, alors juste mentionner un truc, on a fait un débat de plus de 2 heures. Ouais. Dans le respect, on ne s'est pas insulté, on ne s'est pas chamaillé. On n'a pas coupé la parole à l'autre. Quand deux personnes intelligentes discutent, même s'ils sont diamétralement opposés par rapport à une position donnée, ça reste un débat constructif et voilà. Oui, c'est important de mentionner parce que c'est rare, on le voit presque plus. Oui, non, mais c'est vrai. Et surtout quand on aborde ces sujets-là, en général, il y a de la passion. Et on ne se connaissait pas à l'époque en plus. Donc, oui, on ne se connaissait pas. Ouais, c'est une question aussi de tarbiya. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, dans mon texte, il y avait vraiment, c'était une approche politique et même politico-religieuse parce que moi, je pars de mes travaux et de mes connaissances de l'histoire d'Israël, de la stratégie israélienne et du judaïsme politique. Et je pense que c'est quelque chose qui est très peu connu en fait, et qu'on devrait ouvrir des chaires de judaïsme politique pour comprendre un peu l'esprit juif, et parce que l'esprit juif a pénétré bien sûr le sionisme, mais on peut pas comprendre le sionisme en tant que phénomène historique et l'État d'Israël et ses objectifs stratégiques si on ne comprend pas cette dimension-là. Moi, j'ai passé des années à l'étudier, et c'est pour ça que je disais que le Maroc, peut tirer des avantages à court terme ou à moyen terme, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même temporalité. Un État, quel que soit l'État, comme le Maroc, qui va viser des intérêts, des objectifs à moyen terme, reconnaissance du Sahara, etc. On peut se dire, bon, là, il a marqué des points sur le court terme. Mais sur le long terme, je disais que c'est un plat de lentilles, en fait. C'est la fameuse histoire dans la Genèse, où en fait, il y a Jacob et son frère Ésaü. Jacob est le malin, Ésaü c'est la brute. Ésaü revient de la chasse, il a très faim, et il lui demande de son plat de lentilles à Jacob. Et Jacob lui dit, si je te donne de mon plat de lentilles, si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et l'autre lui répond, que ferais-je de mon droit d'aînesse? Prends-le. Donc il lui a volé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors c'est peut-être un peu exagéré comme image, mais quand on voit là ce qui s'est passé depuis. Donc, en fait, l'erreur, je pense, du Maroc, c'est de ne pas avoir pris en compte le stade d'évolution de la société et de la structure politique israélienne, des composantes des dirigeants israéliens. Le Maroc a normalisé avec l'État israélien, le gouvernement israélien le plus fanatique de son histoire en 2020. En 2022, ça s'est encore aggravé. Or, le contrat tacite, disons, de la normalisation, c'est aussi que Israël, puisque il y a quand même un lien entre le Maroc et le comité Al-Quds, etc., que Israël ait une politique modérée vis-à-vis des Palestiniens.
Effectivement, ce n'est pas écrit dans les accords d'Abraham, mais Pas écrit. implicitement, c'est le dialogue, l'échange civilisationnel, C'est un etc. accord, c'est un accord tacite parce que la normalisation avec le Maroc, si elle est accompagnée de massacres en Palestine, met en difficulté la position marocaine. Donc en fait, il y a quand même un accord tacite quand même qui doit être respecté. Ça n'a pas été respecté évidemment, et le Maroc ne devait pas s'attendre à ce que ce soit respecté, puisqu'on est face au gouvernement le plus fanatique de l'histoire d'Israël. Ça, c'est la première chose que je pense c'était une erreur. Deuxième élément, les accords d'Abraham contenaient, je pense, une dimension stratégique qui n'a pas été vue par les pays arabes qui ont signé cet accord. C'est avec les accords d'Abraham, on va diviser plus encore les pays musulmans entre ceux qui sont ouvertement antisionistes, ceux qui ont un discours antisioniste et ceux qui ont normalisé. Et évidemment, compte tenu des relations entre l'Algérie et le Maroc, il était évident que l'Algérie allait utiliser cet argument-là contre le Maroc. C'était évident. Et donc exacerber encore l'opposition, non seulement entre les États, mais aussi entre les peuples, parce qu'il y a des invectives, bref. Et aussi, et là, on en a parlé, j'avais évoqué cela il y a quelques temps, et tu en as parlé aussi, ces accords d'Abraham, dans un contexte de massacre à Gaza, et d'épuration ethnique aussi en Cisjordanie, puisque ça continue, exacerbent les tensions au sein des États, en fait, au sein du pays, c'est-à-dire entre la population et l'État. Et je pense que c'est un double piège qui a été tendu par les Israéliens, puisque une fois que tu as normalisé tes relations avec un pays musulman et que tu massacres en masse les Gazaouis, tu es certain de provoquer des tensions entre États musulmans et surtout à l'intérieur des États musulmans entre la population et l'État. Et je pense que c'est un piège monumental dans lequel nous sommes tombés. Je dis nous parce qu'en fait, on est tous impliqués là-dedans. Donc, voilà. Ça aura des répercussions même au niveau électoral. Parce que je rappelle que au moment où la normalisation a été signée, c'était le PJD qui était à la tête du gouvernement, donc le parti islamiste, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais le parti qui se revendique d'un référentiel religieux. Officiellement, il n'a pas le droit au Maroc, mais tout le monde sait que c'est leur vrai référentiel. Parce que l'islam n'est pas le monopole d'un parti, c'est l'islam de tous les Marocains. Donc il n'y a aucun parti qui peut dire « je suis le parti islamiste », ça veut dire que les autres sont hérétiques, donc c'est interdit. Donc, et à l'époque, Abdelillah Ben Kedan, qui n'était plus chef du gouvernement, c'était Saad-Din Al-Jmani qui était chef du gouvernement, avait avalé toutes les couleuvres. Il n'avait rien dit. Il avait dit que c'est dans l'intérêt suprême du Maroc, et puis il n'a pas trop commenté. Mais là, avec la frustration et la colère qui naît au niveau de la base de la population, que j'ai évoqué tout à l'heure, sur Internet, mais même dans les rues, dans les cafés, etc., ça crée une nouvelle configuration politique qui permet à Abdelillah Ben Kedan de parler ouvertement de cette normalisation, mais de manière critique, ce qu'il n'a pas fait au moment où il a été réalisé, et en imputant toute la responsabilité à son ami, Saad-Din Al-Jmani, puisqu'ils sont membres du même parti, en disant qu'il a commis une grave erreur et que jamais le PJD n'accepterait la normalisation. Et il a commencé à parler d'un plan de fragmentation du Maroc qui serait ourdi par Israël, que c'est un danger, et il y a de très fortes chances que électoralement, le PJD, qui a été laminé lors des dernières élections, alors qu'il a dominé pendant 2 mandats, qu'il revienne au devant de la scène et qu'il reprenne le pouvoir en jouant sur cette colère populaire de manière totalement tactique. Je veux dire, on n'est pas dans les convictions profondes, parce qu'on ne peut pas changer de conviction comme ça brutalement. Et ça pourrait créer un deuxième problème. Parce que pendant très longtemps, l'État marocain cherchait un moyen de contrecarrer la montée de ce parti du PJD, dont il se méfiait profondément, parce que là, on va reparler peut-être des frères musulmans. Le PJD est affilié indirectement aux frères musulmans, c'est la même idéologie, la même méthode et donc la même stratégie, et que les frères musulmans eux-mêmes sont une carte utilisée pour provoquer la fragmentation des États arabes, puisque pour eux, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas notre sujet. Et donc aujourd'hui, il y aura des répercussions même électorales de cette normalisation-là. Donc si on veut les prévenir, peut-être au moins passer par un gel de cette normalisation, le temps d'y voir plus clair. Mais persévérer dans la même perspective relève de l'erreur stratégique. Donc ce qui était vrai peut-être en 2020, relativement vrai, parce que effectivement il y avait des dangers qui étaient déjà là avant, n'est peut-être plus forcément vrai en 2024.
que la géopolitique, c'est également ça, c'est épouser le réel et apprendre à composer avec le réel. Et ne pas faire d'une doctrine ou d'un traité ou d'un accord une forme de dogme indiscutable et de s'enfoncer davantage dans ce dogme-là sans rétablir un rapport de force entre les deux. Parce qu'à aucun moment, le Maroc n'a rétabli le rapport de force. On a toujours donné l'image d'une normalisation acquise ad vitam aeternam, quoi qu'il arrive, malgré les provocations, malgré les cartes tronquées, malgré les stratégies d'entrisme avec le projet Aladdin, avec la projection économique des startups israéliennes au Maroc, alors qu'en contrepartie, on a eu quoi? On a eu quelques drones, on a eu quelques technologies, mais on a eu surtout une situation extrêmement dangereuse à gérer depuis l'enclenchement de l'opération à Gaza en 2022. En 2023, pardon. Oui, bah, c'est le piège qui est en train de se refermer. Et après avoir mangé le plat de lentilles. Il faut le digérer maintenant. Ouais, faut le digérer, le plat de lentilles. D'autant plus que, c'est vrai que, bon, effectivement, le Maroc voit sa politique extérieure à l'aune de son intégrité territoriale, c'est-à-dire la question du Sahara marocain, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que là aussi, après, on n'est pas à la place des dirigeants. Nous, on commente, on analyse. Mais bon, il y a plusieurs choses. Le Maroc a obtenu, avant le départ de Trump, une reconnaissance par la Maison-Blanche de la marocanité du Sahara. Mais ça n'a pas été suivi des faits au niveau de l'ONU. C'est-à-dire que de toute façon, Trump était sur le départ et il n'a pas eu le temps, ou peut-être qu'il n'aurait pas eu la volonté s'il était resté, de faire avancer le dossier au niveau de l'ONU. Ça n'a pas été Mais fait. ça, même s'il aurait voulu, il ne pourrait pas. Parce que C'est il y a pas aussi simple. parce qu'il y a le veto russe, il y a des intérêts russes en Algérie, militaires notamment, commercial. Mais de toute façon, il était sur le départ et il ne pouvait pas faire Oui. grand-chose. Ça n'a pas été avalisé par le Congrès. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, là encore, parce qu'on oublie, donc ça revient pendant la discussion, c'est que ceux qui, aux États-Unis, ont été le plus opposés à la reconnaissance du Sahara marocain étaient des sionistes intégraux. C'est-à-dire des pro-israéliens comme John Bolton et d'autres. Dans mon dossier, j'avais fait la petite liste de noms qui s'étaient opposés à la reconnaissance du Sahara marocain. Donc en fait, on voit bien qu'il y a L'ont-ils fait parce que ça venait de Trump ou l'ont-ils fait pour des convictions profondes? Alors, il y a peut-être un peu des deux. C'est vrai que John Bolton avait été limogé et j'ai pas regardé pour les autres s'ils étaient anti-Trump ou pas. Mais le facteur déterminant, c'est pas anti-Trump ou pas, c'est pro-israélien ou pas. Et en fait, on voit que ceux qui se sont opposés à la reconnaissance du Sahara marocain aux États-Unis sont des pro-israéliens, à commencer par John Bolton. Des pro-israéliens, quand je dis pro-israéliens, c'est vraiment des pantins d'Israël. Donc en fait, on se rend compte que les Israéliens eux-mêmes ont joué sur les deux leviers, le bâton et la carotte. C'est de bonne guerre, je veux dire. Israël a joué son jeu, c'est-à-dire d'établir un rapport de force qui lui est favorable. Moi, mon reproche, c'est que de notre côté, on n'ait pas fait la même chose. Non, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc ne l'a pas pris en compte, n'a pas pris en compte le fait qu'il y a ce jeu constant, chaque fois que le Maroc est en difficulté, ce jeu de bâton et de carotte. Et à chaque fois, les Israéliens mettent des gens ou des forces ou des discours qui sont anti-marocains à chaque fois qu'ils font des concessions dans les négociations avec le Maroc. Et le Maroc a commis, je pense, effectivement, une grave erreur. Et la situation actuelle, elle est dangereuse. La situation actuelle, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que le Maroc a effectivement normalisé ses relations et je me souviens, avec un enthousiasme excessif. C'était excessif. En fait, on a donné un blanc-seing à Israël. Bon, il n'est pas trop tard, donc ils peuvent toujours revoir leur position de manière prudente et intelligente pour se retirer doucement de ces accords-là, ou en tout cas pour les geler, le temps d'adopter la bonne stratégie, mais a priori, c'est pas l'impression que j'ai malheureusement. Après, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est là juste pour proposer des grilles de lecture et des analyses, parce que je rappelle que ce n'est jamais l'État qui pense ces stratégies. Dans le cas des États-Unis, il y a
une multitude de think tanks, de centres de réflexion qui proposent et qui offrent à l'État différents points de vue, différentes perspectives, afin d'élargir le spectre stratégique de l'État. Alors que malheureusement, chez nous, et dans nos contrées arabes en général, mais même au Maroc, il y a une forme de monopole de la réflexion stratégique par rapport à la diplomatie qui fait que toutes les autres personnes doivent soit s'aligner sur la ligne qui a été décidée, soit elle sera qualifiée de traître, malheureusement. Donc on tue l'intelligence collective et on empêche ce type de grille de lecture de remonter et d'enrichir un peu l'horizon stratégique de l'État marocain. Alors, Sevendi, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire globalement par rapport à tout? Alors moi, j'avais proposé une question, comment se prémunir contre cela à une échelle étatique autant qu'à une échelle individuelle? Parce qu'individuellement, les gens n'ont que le boycott des produits israéliens, etc. Mais le fait de comprendre ces mécanismes au niveau intellectuel, au niveau conceptuel, n'est-ce pas peut-être l'une des manières les plus efficaces de se prémunir contre cette politique israélienne, de ne pas tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus? Oui, alors déjà, effectivement, moi, comme je le dis depuis longtemps, mais bon, de toute façon, moi, je suis pas très écouté. Donc moi, je fais ce que je peux à mon humble niveau. Mais quand on normalise ces relations avec l'entité sioniste, il faut le faire en connaissance de cause. Et si tu le fais, il faut vraiment savoir à qui tu as affaire. Et en fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on ne savait absolument pas à qui on avait affaire véritablement, en se croyant toujours plus malin que les sionistes. Or, on peut pas être plus malin que le malin lui-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, effectivement, il n'est jamais trop tard, mais il faut toujours prendre au cas par cas. C'est-à-dire que, certes, oui, connaître le judaïsme politique, le sionisme, etc., c'est une chose, mais il faut prendre en compte aussi les rapports de force. La situation du Maroc n'est pas la même que l'Algérie, n'est pas la même que le Maroc, n'est pas la même que l'Égypte, n'est pas la même que l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Donc en fait, le Maroc peut encore rattraper le coup, mais en prenant en compte sa situation et les rapports de force actuels. Mais je pense que les rapports de force actuels au niveau mondial offrent beaucoup plus d'opportunités au Maroc aujourd'hui que dans les années 80 ou 90 ou années 2000. Et le Maroc a opéré un tournant d'adaptation au monde multipolaire à partir de 2016, avec une multiplication d'accords avec la Chine, la Russie, l'Inde. Donc le Maroc a pris en compte cette nouvelle donne géopolitique mondiale. Pendant un certain temps, mais pas parce que la normalisation avec Israël et la manière avec laquelle elle a été réalisée puis accompagnée a peut-être produit un effet inverse. C'est qu'elle nous a déconnectés de cette dynamique de diversification stratégique en nous ramenant, malgré nous, dans le giron occidental. De fait. Et que ça pourrait nous couper de la moitié du PIB mondial, c'est-à-dire du sud global, qui est une alternative intéressante pour le Maroc, tout en gardant des liens avec l'Occident. Mais là, ça nous enferme dans le giron occidental, en quelque sorte. Mais je veux dire, compte tenu du nombre d'accords qui ont été passés, économiques, industriels, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, etc., surtout la Russie et la Chine, c'est les deux acteurs importants, je pense, pour le Maroc, s'il veut opérer son virage en douceur, sans trop de dégâts. Il y a un acquis là, il y a un acquis du Maroc, et compte tenu de la situation, je pense que le Maroc, l'État marocain, doit véritablement réfléchir à une réadaptation et en partant des acquis, en développant ses relations avec la Russie et avec la Chine, et aussi voir aussi ce qui se passe au Proche-Orient avec l'adaptation de l'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir avec le Maroc, c'est une autre situation géographique. Mais on voit bien que les plaques tectoniques sont en train de bouger, et il faut que le Maroc, sans se couper de l'Occident, parce qu'il y a un héritage historique qui est la conséquence de la décolonisation. Et il y a surtout la géographie. Je veux dire, la géographie, voilà, le Maroc peut pas se déplacer et se mettre à côté de l'Iran. donc le Maroc doit prendre en compte cela. La jouée fine, notamment sur la question du Sahara, continue à marquer des points, mais véritablement renforcer ses liens avec les acteurs montants qui sont les adversaires stratégiques de l'Occident, et se sortir de ce guêpier, parce que là, il en va quand même de la sûreté de l'État
et de la survie de l'État. C'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, je conclurai sur le fait que la plupart des Marocains qui sont devenus bizarrement pro-israéliens depuis la normalisation, et qui demain pourraient devenir anti-israéliens si jamais on sort de la normalisation, sont en même temps pro-américains, en partant de l'idée que notre allié, c'est les États-Unis et Israël face à l'Algérie, etc. Et que le Sud global, on n'en a pas besoin, il est hostile à notre intégrité territoriale, sans se poser la question, est-ce qu'on a déployer le lobbying suffisant au sein du Sud global pour infléchir sa position, ce qui n'est pas fait. Il n'y a quasiment aucun lobbying qui est fait en Chine ou en Russie ou même en Iran. Je veux dire, en fait, on a rompu les relations diplomatiques avec l'Iran alors qu'on ne l'a jamais fait avec l'Algérie. On a rompu avec l'Iran parce qu'il soutient le Hezbollah, alors ça reste à démontrer, parce que le Hezbollah forme le Polisario, alors que le pays qui a créé le Polisario et qui l'héberge, on n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec. Or, si tu as un pays qui est problématique, l'Iran, qui effectivement est problématique, elle a sa propre géopolitique, d'influence, elle cherche effectivement à diffuser son chiisme dans beaucoup de contrées en Afrique, et ça s'est avéré, au Nigeria ça a été le cas, et au Maroc, au niveau du nord du Maroc, c'est parce que ce pays nous est hostile qu'il faut dialoguer avec lui et trouver un compromis et chercher comment neutraliser cette menace-là et prendre en compte ses intérêts tout en l'amenant en prenant en compte nos intérêts et à faire de la vraie diplomatie au niveau de ce terrain-là. C'est qu'on ne fait pas malheureusement. Or, ceux qui considèrent que les États-Unis et Israël sont nos alliés et qu'ils vont nous sauver ou nous soutenir en temps de guerre, je les renvoie juste au cas ukrainien. Vous avez un cas devant vous, flagrant, d'un pays qui a été utilisé comme un terrain de règlement de compte entre les États-Unis et la Russie. On a promis à l'Ukraine un soutien inconditionnel et aujourd'hui, ils sont en train tout simplement de la lâcher après 400 000 ou 500 000 morts, sans ajouter les 6 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine, qui ne vont jamais revenir, avec une hémorragie démographique et un pays totalement ruiné. Ce type d'alliance, j'en veux pas. Donc, à certains moments, il ne faut plus penser. Et puis, les États-Unis n'ont pas d'alliés, ils ont des vassaux. Ils parlent gentiment de pays partenaires, d'alliés, de partenaires privilégiés d'alliés, mais dans les faits, ils adoptent une logique instrumentale vis-à-vis de leur périphérie. Et donc, notre idée n'est pas d'être l'allié des États-Unis ou de la Russie et de la Chine, mais d'adopter cette approche multivectorielle que tu as évoquée tout à l'heure et d'élargir notre champ de souveraineté en jouant sur la multipolarisation qui est en train de se renforcer jour après jour. Voilà, Israël, malheureusement, risque très probablement de nous enfermer dans le giron occidental en réduisant notre marge de souveraineté et en établissant un schéma de dépendance de plus en plus grand vis-à-vis des États-Unis. Et on verra ce que ça va donner avec Trump dans les prochaines années. Moi, je reste sceptique par rapport à Trump, mais on verra. Tout est possible avec lui. Le pire comme le meilleur. Ouais. Voilà. Là-dessus. Esfindi, merci infiniment. Merci à toi. Voilà, donc je vais jeter un coup d'œil aux commentaires pour voir les nouveaux sobriquets et les noms d'oiseaux qu'on va nous prêter. Je rappelle que nous sommes des agents de l'Iran, du Marzen, d'Israël, des États-Unis, de la Russie, de tout le monde à la fois. Donc, on verra s'ils vont ajouter un autre élément. Et j'espère te revoir très prochainement pour un nouvel entretien. Merci, à très bientôt. À bientôt.